Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Compétition de VTT à Saint-Élie, le Saint-Élie au Plata Goal Race qu'on a vécu pendant 3 jours. Et dans nos studios, notre CTR, donc Hubert Conto, bien sûr, CTR Foot, notre responsable technique du foot en Guyane, avec un invité pour les dom-tom, Nicolas Bourdin, qui est venu, qui est de passage pour la première fois en Guyane, conseiller technique au coordinateur technique de l'Outre-mer, donc conseiller technique national, toujours pour le football. Donc il nous dira tout de cette venue en Guyane, accompagné du CTR. Donc il va aller de long en large, de l'est en l'ouest, pour voir comment ça se passe et puis mettre des objectifs pour le foot. Les frères de la Crique avec nous ce soir, Arnold Martinez. C'est pas de la boxe ce soir, c'est du basket. Il va tout nous dire, cette compétition organisée, une belle affiche en perspective pour ce week-end. Bonsoir Hubert, comment ça va Hubert ? Bonsoir, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, heureux de te recevoir. Merci, Nicolas Bourdin, première en Guyane. Oui, bonsoir. Voilà, Arnold Martinez. Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Ça va, super. Ok, Christophe Casala par téléphone, on va parler de VTT. Christophe, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Voilà, Christophe, l'organisation n'est pas terminée. On va commencer par toi, cette émission. Donc, un week-end du vendredi au dimanche sur Saint-Élie. La Goal Race, au Plata Goal Race. Voilà, une compétition de VTT qui a duré 3 jours, une belle organisation. Aujourd'hui, un petit peu à froid. Quel bilan satisfait de ces 3 jours de VTT ? Oui, on est totalement satisfait de la mise en place de cette manifestation qui s'est très bien déroulée. Surtout que cette année, on a fait venir quand même, on a pris le pari de faire venir des équipes invitées, des équipes de l'extérieur. Donc on avait une délégation de la Martinique. Donc dans l'ensemble, on a eu vraiment un très bon retour des participants et maintenant on est un peu sur la clôture de cette organisation puisqu'il faut maintenant s'organiser pour les ramener à l'aéroport afin qu'ils puissent prendre leur avion. Donc déjà un bilan positif, 42 participants. Christophe, c'est déjà un rendez-vous pour l'année prochaine. Plus de coureurs sont déjà attendus. Vous avez déjà eu des contacts avec cette diffusion que vous avez eue déjà au journal du Guyane Première ainsi que sur RDI. Comment est-ce que ça se passe déjà, la préparation pour l'année prochaine ? En tout cas, effectivement, il y a, par rapport au retour d'image qu'on a eu ce week-end, il y a eu pas mal de personnes qui étaient un peu dégoûtées de ne pas avoir eu peut-être l'info ou sinon pas avoir pu participer à ce week-end. Donc effectivement, je pense que sur la 3e édition, on risque d'attendre davantage de personnes qui voudront participer. Maintenant, on a un souci, c'est que il y a quand même un problème d'hébergement sur place. On est assez limité en termes de nombre d'hébergement. Donc ça, c'est à travailler dès maintenant avec la collectivité, avec les partenaires qui sont sur place, pour qu'on puisse augmenter la capacité d'hébergement, la capacité de transport aussi, afin de véhiculer, en tout cas de transporter beaucoup plus de personnes sur cette compétition. Et vous parlez des partenaires, il y a un instant, les partenaires, la mairie de Saint-Élie, le site minier au Plata, le site SMSE, leur retour rapide, ils sont satisfaits de cette compétition ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait un petit débriefing avec eux, mais le peu qu'on a pu échanger avec eux avant notre départ de Saint-Élie, ils étaient totalement satisfaits. Il y a la mairesse de Saint-Élie qui nous incite à rééditer cette manifestation. Notre partenaire majeur sur cette compétition, qui est la Société au Plata, lui aussi, il est chaque année vraiment très heureux de contribuer à cette organisation. Et puis la SMSE, qui elle est toute nouvelle sur cette organisation, qui a vraiment mis aussi les moyens pour accueillir toute la délégation. Et je pense que dès l'année prochaine, ils seront, je pense, avec un partenariat d'un autre niveau. Christophe Casala, vous raccompagnez en ce moment même les coureurs sur l'aéroport, c'est pour ça que vous ne pouvez pas participer à la mission. Quel retour également de tous ces coureurs qui sont venus de la Martinique pour participer à cette première course pour eux ?
cette expérience le mot qui à revient, Saint-Élie et en même temps dans cette toutes les course. bouches, c'est dépaysement. Donc pour eux, c'est vraiment, ça a été vraiment une découverte, mais une découverte très très positive puisqu'ils ont eu l'occasion de rouler sur une piste mythique et même eux qui voilà, c'est quand même des personnes de la Martinique, des cyclistes de la Martinique qui ont l'habitude de faire de la montagne. La Martinique, c'est quand même très montagneux. Mais voilà, ils ont découvert une partie de la Guyane qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont été agréablement surpris par la difficulté du tracé, du parcours. Et surtout, le lieu, quoi. Le lieu qui est vraiment historique, qui est vraiment mythique. Et c'est tout ce, on va dire, tout cette... en tout cas, c'est ce qu'on a eu comme retour de la plupart des participants et qui sont déjà prêts à revenir, que ce soit pour la Saint-Élie au Patagol Race ou une autre manifestation. En tout cas, ils sont demandeurs. Merci Christophe Casala, je répète, organisateur avec le RMB. On vous aura un peu plus près jeudi à l'émission Soif de Sport avec le président Steve Stanislas et toute votre équipe. Donc on vous remercie déjà de nous avoir fait confiance, RDI, de vous avoir suivis sur place, roulé sur l'or. Merci à toi Christophe et bon retour aux invités et bonne continuation aux organisateurs. Merci à toi Christophe, bonne soirée. Merci Jean-Marc, merci à vous. Hubert, je me tourne vers toi. Rouler en VTT dans un endroit sauvage. Nous, on est des sportifs guyanais de longue date, mais faire du VTT sur l'or, dans un endroit vraiment magnifique, courir autour des mines d'or, qu'est-ce que ça peut t'inspirer ? Deux éléments déjà. Hein. Le premier élément, c'est que le sport, on peut le faire partout. Et le deuxième, je pense qu'on a un territoire qui se prête à ce type de manifestation-là. Et malheureusement, elles ne sont que trop rares parce que nous avons un territoire qui est extrêmement immense, qui est plutôt sauvage par endroits, et je crois qu'il faut qu'on utilise ce type de paysage-là pour développer à la fois le sport et aussi vendre le pays, hein, montrer qu'on a des coins qui sont fabuleux, qui sont magnifiques. Au niveau touristique, exactement. Je reviens juste, moi j'ai vécu ces 3 jours sur place. Moi, ça m'a fait penser à un milieu hostile, préparer une équipe de foot dans un milieu hostile, vous qui êtes conseiller technique. Plus on s'éloigne, plus le groupe se resserre, ça crée des liens plus forts. Est-ce que justement on n'utilise pas suffisamment le pays pour plus de rassemblements au niveau même des sports collectifs, bien sûr ? Oui, ça nous est arrivé déjà de faire ce type d'organiser ce type de manifestation avec des équipes de jeunes pour voir justement, pour mesurer à quel point leur capacité à résister aux difficultés est grande, quoi. Mais on a tellement de travail déjà à faire sur le petit terrain vert qu'on s'en occupe d'abord. On s'occupe d'abord de ce qui se passe sur le terrain au plan de la technique, des organisations de jeux, ainsi de suite, pour qu'on passe après à tout ce qui concerne le développement mental. Je me tourne vers notre invité, Nicolas Bourdin. Bonsoir à nouveau. Conseiller technique national, coordinateur technique de l'Outre-mer. Première question, votre venue en Guyane, pour quelle raison ? Alors, ma venue en Guyane correspond à ma prise de fonction, en fait, puisque j'occupe là un poste qui a été créé au 1er septembre à l'initiative du président de la fédération et du directeur technique national, Hubert Fournier. Donc, la mission qui m'est donnée, c'est d'aller sur les territoires. Donc, il s'agit là de ma première visite. Donc, j'arrive de la Guadeloupe avant d'aller en Martinique. Donc l'idée, c'est de visiter les territoires pour, dans un premier temps, bien les connaître, faire un état des lieux le plus complet possible avec les collègues, donc avec Hubert et Christophe Adam. Donc ça nous permettra de fixer les bases de travail pour demain. Donc un état des lieux, en premier lieu, avec Hubert Cantou, sillonner un peu la Guyane. Mais quelles sont les missions déjà qu'on puisse donner aux ligues, voire pour que les clubs puissent déjà s'adapter au niveau du travail que vous aurez déjà auparavant, au préalable, préparé pour que, que les objectifs soient atteints au niveau développement du foot déjà dans les Outre-mer. Alors les missions qui sont les nôtres, donc portées par la direction technique nationale, se développe sur 3 grands champs. Le premier, c'est celui des pratiques, ce qu'on appelle le développement et l'animation des pratiques.
La première fonction qu'on a, c'est d'organiser toutes les pratiques sur l'ensemble des territoires et un grand territoire tel que celui de la Guyane pour que toute personne qui est intéressée par le football puisse y jouer, qu'on soit petit, jeune, adulte, un peu plus âgé, garçon ou fille. Et donc, nous, notre première préoccupation, c'est celle-là, organiser correctement la pratique partout pour tout le monde. Ensuite, le deuxième sujet, une fois qu'on joue au foot, il faut être encadré par des gens qui ont le plus de compétences possibles. Donc c'est là où on intervient aussi sur la formation des éducateurs. Donc ça, c'est le deuxième grand champ. Et puis enfin, quand on a bien organisé les choses, on va identifier des joueurs ou des joueuses à potentiel. Donc c'est ce qui va concerner toute notre activité sur la détection, les sélections, l'orientation des jeunes joueurs vers les sections sportives ou les pôles, pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent progresser et devenir demain de bons joueurs et de bonnes joueuses de football. Mais avoir mis ce poste vraiment très déterminé, puisque c'est vraiment pour l'outre-mer, ça se faisait déjà, donc la pratique un peu partout, dans les écoles, Père Cantou s'attachait à ça, dans les écoles, dans les clubs, dans les quartiers, encadrer la formation, on y travaillait aussi beaucoup. Après certains, sur le potentiel, c'est vrai qu'il n'y a pas une vraie... une ligne conductrice pour que chacun puisse partir dans une vraie organisation. En plus de ça, ma question, c'est comment, autour du CTA, autour de la Ligue de football, comment vraiment l'organisation peut prendre forme? Alors oui, effectivement. Pour que ces trois éléments puissent être vraiment réunis et respectés. Alors l'idée de la fédération, c'est à la fois de se rapprocher des ligues d'outre-mer et faire que les ligues d'outre-mer aussi soient les moins éloignées possibles. Donc en effet, sur ces sujets-là, qui sont bien évidemment développés au quotidien par les collègues, Hubert notamment, il s'agit pour nous et pour moi notamment de faire un véritable état des lieux qui va nous permettre de prendre en compte les spécificités locales, puisque les ligues d'outre-mer et chacune des ligues a des spécificités. Donc il s'agit de bien les connaître et de bien les prendre en compte pour qu'on mette en place des stratégies de développement qui soient les plus adaptées possibles, et faire que la fédération aussi propose un accompagnement, y compris financier, pour que les projets qui correspondent à chacun des territoires soient mis en œuvre afin de remplir pleinement les objectifs qui sont ceux de la politique technique nationale. C'est la première fois que l'on nomme une personne à ce poste-là. Oui. Donc là, ça veut dire qu'il y a une volonté particulière d'aller plus loin, je suppose. Hein, c'est ce que voulait dire Jean-Marc. C'est-à-dire que l'objectif, c'est sans doute... à partir du constat que vous allez faire, d'aller plus loin. Quel est cet objectif final? Quelle est cette volonté? Est-ce que c'est de faire en sorte que l'outre-mer apporte plus de joueurs encore qu'ils n'ont apporté jusqu'à maintenant? Ou voilà. Pourquoi cette attention particulière? Alors oui, en effet, c'est une nouveauté que la fédération amène aujourd'hui. Bien évidemment, l'un des sujets, ça peut être celui-là, faire que demain, des jeunes joueurs et des jeunes joueuses aussi, de l'outre-mer accèdent le plus facilement possible vers le haut niveau, et puis que demain alimente nos sélections nationales. Donc ça, en effet, mais c'est pas le seul objectif, c'est aussi faire en sorte à ce que la fédération participe pleinement à l'accompagnement des ligues pour qu'elles jouent leur rôle social sur des territoires dont la pratique du football occupe une grande place dans la vie de la société. Donc on veut véritablement que le football prenne toute sa place, davantage encore, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, et que nous, on ait cette attention-là particulière sur le fait de proposer une pratique pour toutes et tous. Quand vous venez en Guyane et que vous attachez les services du conseiller technique, qu'est-ce que vous attendez vraiment de notre conseiller technique local pour vous guider, pour vous faire l'état des lieux? Il s'occupe aussi du pôle, il faut le dire, du pôle football à l'IFAS. Qu'est-ce que vous attendez de plus par rapport à son travail, lui, qu'il effectue déjà dans le territoire? Bien évidemment, la première attente avec Hubert, et on a commencé à travailler aujourd'hui puisque je suis arrivé hier soir, c'est de me faire découvrir le territoire. Sur la phase de diagnostic, de faire un diagnostic le plus complet possible pour qu'on identifie ensemble à la fois les choses qui fonctionnent bien aujourd'hui, celles qui sont à renforcer et des sujets qui sont à développer. Si on pense par exemple à la pratique féminine sur le territoire guyanais, c'est pour l'instant une pratique qui est très peu développée. Donc charge à nous demain de mettre l'accent et de porter des projets qui permettront un accès au plus grand nombre pour nos jeunes filles. Donc voilà, c'est un travail de collaboration, voilà, entre la Ligue au sens large et puis les collègues conseillers techniques pour que
on identifie tous ces sujets-là, et puis pour qu'on voit et qu'on réfléchisse à la manière dont on va pouvoir faire les choses, pour que demain, on développe un certain nombre d'actions sur des sujets qu'on aura ensemble identifiés. Hubert Contou, à ta connaissance, est-ce qu'en Martinique et en Guadeloupe, ils ont les mêmes problématiques que toi? Est-ce que tu avais l'habitude de rencontrer tes collègues en dehors justement d'une mission comme celle-là? Oui, ta question me semble très intéressante parce qu'on a un grand territoire et les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que, disons qu'en Martinique, il y a 40 km entre les clubs, 40, 60, le grand maximum 60 km. Ici, pour aller à Saint-Laurent, c'est 240 km. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut que nous ayons des structures qui soient adaptées aux circonstances même du territoire, donc qui soient les plus proches possibles des clubs. Donc, on réfléchit sur la mise en place de diverses sections sportives, voire des sections sportives élites, ainsi de suite. Et justement, la présence de Nicolas va porter un peu plus le message, quoi, parce qu'il aura constaté de lui-même, et pas qu'une fois, puisqu'il est détaché sur un poste comme celui-là, donc il aura vraiment bien appréhendé les problématiques des différents hommes avec les réalités de chacun d'entre eux, quoi. En connaissant les problématiques justement qu'on a ici depuis plusieurs années, je répète, on est dans le football, ça fait plus de 40 ans. Oui. Beaucoup de personnalités du football français sont venues ici, même le président Simoneau à l'époque, Simonet, qui était le président du FC Nantes. Un seul conseiller technique sur 90 000 km². Est-ce que c'est suffisant jusqu'à aujourd'hui pour toi? Parce que la question, moi, je me la pose depuis longtemps. Partager peut-être en conseiller technique des territoires, une partie du territoire, serait déjà alléger le travail et le faire... donc, en étant moins fatigué, moins essoufflé, on serait plus performant. Est-ce que tu as une idée, peut-être, dans les années à venir, d'avoir sur ce territoire très grand pour développer le football, peut-être pas seulement un conseiller technique? Disons que ce sont des réflexions qui sont dans les tiroirs de la fédération, puisque le DTN adjoint, donc Patrick Pion, est venu 2 fois ici. Il s'en est rendu compte. Je suis parti avec lui sur Maripasoula. Donc Maripasoula, c'est 1 heure de vol. Donc il y a des jeunes qui jouent au football. On a une opération qui répond à ces problématiques-là, qui s'appelle Football pour tous et partout. Mais effectivement, la question, elle a du sens, dans la mesure où le territoire est grand, et sur les territoires métropolitains, c'est vrai qu'il y a un plus grand nombre de licenciés, mais il y a un conseiller technique pour la formation, il y a un conseiller technique pour le développement des pratiques, il y a un conseiller technique pour la performance. Donc nous, on est obligé de tout couvrir, nous sommes 2, on est obligé de tout couvrir, et le territoire est grand, même si on n'a que 7500 licenciés, mais le nombre de formations, c'est exactement le même, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on est en doublon sur toutes les formations. C'est pas tout le temps efficace, effectivement. Je reviens sur les formations, Nicolas Bourdin. Ce qui me préoccupe ici dans mon territoire, c'est la formation. Former des cadres au niveau du foot, mais ensuite pouvoir les placer, pas seulement dans des clubs, dans des structures aussi de l'État, pour les communes, pour travailler pour les communes, pour travailler pour les écoles, pour développer le sport de masse. Est-ce que depuis des années, nous attendons ça? Moi qui travaille dans une collectivité depuis plus de 15 ans, justement, est-ce que c'est envisageable aussi sur notre territoire de pouvoir partir un peu dans cette fenêtre, pouvoir développer des encadrants diplômés pour pas seulement les clubs, pas seulement pour la Ligue, mais aussi pour le football de masse qui se joue un peu partout? Alors, oui, évidemment, ça dépasse un peu le seul sujet de la pratique du football. Si on veut former des éducateurs demain et puis faire qu'il y en ait dans les collectivités territoriales, ce qui est le cas par exemple à La Réunion, puisqu'il y a des services des sports qui sont très développés avec des éducateurs qui sont mis à disposition du foot en général. Donc ça, c'est une voie particulière qu'on peut emprunter. Alors nous, au football, on peut jouer notre rôle en mettant en place des niveaux de formation qui soient satisfaisants. Donc pour le début de l'année 2019, on va lancer un BMF, donc, qui est une formation de niveau 4. On envisage très vite derrière d'organiser le diplôme brevet d'entraîneur de football, donc le diplôme supérieur en lien avec la Guadeloupe et la Martinique. Donc on va professionnaliser, en tous les cas on va proposer des formations professionnalisantes. Pour autant, ce type de diplôme-là n'est pas suffisant pour intégrer des services des sports d'une collectivité, puisqu'il faut plutôt avoir une formation pluridisciplinaire. Donc cette formation-là peut être un atout, mais il faut aussi que les gens qui viennent en formation aient un autre type de diplôme, et ensuite il faut
pour ces gens-là également passer un concours, puisqu'on est dans la filière des collectivités territoriales, donc il y a des concours à passer pour devenir titulaire dans les services des sports. Voilà. Donc c'est un long processus. C'est un long processus. Mais il n'empêche que c'est aussi une démarche et une réflexion politique que doivent avoir les gens de la collectivité. On va parler sur un troisième point qu'on a évoqué tout à l'heure, le potentiel. Après tout ce travail d'encadrement, tout ce travail de repérage, de travail dans les clubs, ce travail de déplacement, nous savons que nous avons des qualités certainement physiques, de développement, certainement aussi d'intelligence technique auprès des jeunes ou des un peu plus âgés. Comment s'organise une filière, vraiment une filière positive pour que les jeunes puissent pouvoir avoir accès au club professionnel, et arriver là-bas avec tout le bagage qu'il faut pour intégrer, on sait bien, ces centres de formation ou ces clubs professionnels. Alors ça, c'est en effet un vaste sujet et une réflexion qu'on va avoir avec tous les collègues de l'Outre-mer, puisque en effet, pour demain former des joueurs professionnels et faire que les bons jeunes à l'issue des Interligues U15 rejoignent les clubs professionnels, c'est un long processus. Il y a différents ingrédients qu'il faut mettre en œuvre. La première des choses, c'est faire en sorte à ce qu'on accueille les jeunes joueurs dès la catégorie U6, U7. Ça, c'est une condition incontournable. Pour faire un joueur de haut niveau, il faut commencer la pratique tôt. Donc il faut faire en sorte à ce que l'ensemble des clubs accueillent ces jeunes joueurs-là à cet âge. Ça, c'est la première condition. La deuxième, il faut qu'ils soient encadrés par des éducateurs diplômés, compétents, qui les encadrent bien. Donc, deuxième sujet. Le troisième, c'est faire en sorte aussi que les pratiques proposées sur tout le territoire, parce que ce n'est pas le cas notamment sur Saint-Laurent, soient accessibles à tous, dès les catégories U7, U9, U11, d'une part, et que les normes de pratique, autrement dit le nombre de plateaux ou de rencontres auxquels on va participer durant la saison, soient suffisants. Donc ça, c'est une autre condition. Après, il vaut mieux jouer sur des terrains en bon état. Voilà. Donc c'est facteur de progrès. Donc c'est aussi un autre sujet. Donc quand on a mis en place toutes ces données-là, alimentées par des rencontres homogènes aussi le week-end, puisque on progresse en rencontrant des joueurs de son niveau et pas en rencontrant des équipes qui sont bien plus faibles ou bien plus fortes. Quand on a mis en place toutes ces conditions-là, on peut réussir à former des jeunes joueurs et puis les réunir à un moment donné aussi, comme sur le pôle d'outre-mer, dans une structure où les meilleurs vont être réunis à partir d'un certain âge, où ils vont s'entraîner régulièrement et où ils vont être confrontés à une opposition satisfaisante. Et quand on a mis en place tous ces ingrédients-là, on peut éventuellement espérer de temps à autre à ce qu'un de nos jeunes rejoigne la métropole, mais en sachant que c'est un long parcours, c'est très dur. Aujourd'hui, on fait signer sur la métropole, dans les clubs professionnels, 80 jeunes par saison. Ils sont 100 000 par génération. Voilà. Donc ça veut dire qu'un licencié sur 1000 deviendra professionnel. Donc c'est un long parcours qui est très difficile. Donc il faut pas non plus rêver, mais en tous les cas, il faut mettre en œuvre toutes les conditions pour que ce soit possible. Vous qui êtes chargé de l'Outre-mer, vous allez avoir un œil particulier justement sur les joueurs d'Outre-mer qui vont arriver des DOM dans ces clubs professionnels. On sait que la Réunion, Saint-Pierre, Saint-Louis, on a produit plusieurs. Le Talec, Sinama Pongol, enfin il y en a plusieurs générations. La Guadeloupe et la Martinique aussi, même en équipe de France. La Guyane, on a un champion du monde ici. On sait la difficulté. On sait aussi que certains passent à travers les mailles du filet. Quand vous parlez de U6, U9, on sait qu'il y en a ceux qui deviennent plus matures beaucoup plus tard. Très jeunes, ils ne sont pas encore... puisqu'on a chez nous des facettes que les autres joueurs de métropole n'ont pas. C'est comme ça. Est-ce que vous allez vous enrichir un peu de l'Outre-mer, ou est-ce que vous êtes déjà enrichi, vous avez une expérience déjà dans l'Outre-mer par rapport à ce poste que vous avez été nommé justement? Alors les deux. Moi je suis conseiller technique, c'est la 20e saison. Donc j'ai œuvré sur des territoires métropolitains. Donc ça c'est un sujet que j'ai traité depuis de nombreuses années. Mais en tous les cas, oui, je vais être présent. On avait la semaine dernière justement en Guadeloupe les Interligues U16 avec des jeunes Guyanais. Donc j'étais présent. Je serai présent aussi à nouveau sur les Interligues U15 qui auront lieu au mois de mars. Donc bien évidemment, je serai présent. Et en effet, dans les sujets de réflexion, c'est la maturité tardive des joueurs ultramarins globalement qui est une réalité et qu'il faut prendre en compte pour faire que le départ des jeunes joueurs ne soit pas trop précoce, puisque parfois on a déjà observé, et avec Hubert on en a déjà parlé aujourd'hui, des dérives où il y a des jeunes joueurs
qui partent avant l'âge de 15 ans en métropole sur des choses organisées de manière un peu suspecte. C'est une catastrophe que de faire ça. Donc il faut déjà qu'on arrête ces cheminements-là et puis travailler sur les structures d'entraînement localement pour que les jeunes joueurs partent au bon moment quand ils seront prêts, à la fois athlétiquement mais aussi psychologiquement, parce que c'est pas facile de quitter son environnement familial et encore moins la Guyane pour la métropole. Donc c'est quelque chose qui doit s'accompagner et se faire au bon moment. Donc bien évidemment on va réfléchir, mais ça va être un sujet important de toutes les ligues ultramarines, mais on le mettra sur la table d'ici peu de temps. Voilà. On sait que la vie dans les centres de formation, même en métropole, sont difficiles pour les joueurs qui vivent en métropole, éloignés de leurs parents de 200 km ou 300 km, on sait que c'est difficile. Encore plus difficile pour les joueurs qui partent à 8000 km. Hubert, la venue de Nicolas Bourdin, est-ce que c'est vraiment un bol d'oxygène, justement, de recevoir quelqu'un qui vient juste pour les Outre-mer, qui est sa fonction dédiée pour les Outre-mer? Quelle aide, toi, justement, en tant que CTR, depuis plusieurs années aussi? Oui, 21 ans. 21 ans, voilà, j'allais dire plus de 20 ans, que tu attends. Oui. Voilà, comment est-ce que, avec la Fédé, qu'est-ce que tu attends de plus aujourd'hui? Non, mais il est clair que la présence de Nicolas revêt une importance particulière, puisqu'il sera là de façon très régulière. Donc ça veut dire qu'il va s'imprégner vraiment des difficultés que nous avons, que nous répétons depuis très longtemps d'ailleurs, quand on rencontre les collègues, mais qui ne sont pas forcément bien entendues, bien comprises dans les arcanes de la Fédé. Donc lui, il sera là, c'est un peu l'œil de la fédération. Donc ça veut dire qu'il va faire remonter toutes les problématiques et puis toutes les satisfactions aussi, parce qu'il y en a dont on peut sortir de notre organisation. Il y a aussi, elle est perfectible aussi, donc il aura un œil un peu rigoureux sur l'organisation même du football en Guyane, dans toutes ses fonctions, sur tous les facteurs, et il va apporter cet éclairage-là. Donc ce sera un échange qui sera extrêmement intéressant, je pense, et pour la fédération, qui aura vraiment un œil permanent là-dessus, et pour nous aussi, qui pourront, à travers Nicolas, faire remonter nos doléances. Nicolas, un dernier mot, vos attentes en Guyane française pour votre première venue? Vous êtes là jusqu'à quand d'ailleurs? Alors, combien de jours? Je suis là jusqu'à lundi prochain. Donc une bonne semaine. Voilà, ça va être une bonne semaine. Alors, le programme est prêt, ça va être rythmé entre les temps de travail communs avec les collègues, les visites et puis les rendez-vous institutionnels aussi, puisque c'est quelque chose d'important. Donc mon attente, c'est faire qu'en peu de temps, une semaine, parce que c'est quand même relativement court, j'ai déjà un point de vue relativement large de ce qu'est le football guyanais, pour que je comprenne bien son contexte, que notre état des lieux qu'on finalisera dès la première semaine soit le plus complet possible, pour que déjà on identifie des pistes de développement pour faire que demain on travaille rapidement dessus pour améliorer les choses, quelles que soient les pistes que nous identifierons. Voilà. Mais en tous les cas, ça va être une belle semaine, mais plein de découvertes, puisque je ne connais pas la Guyane, et j'ai bien conscience que c'est un territoire particulier, puisque très très grand, c'est 1/6 de la France, la Guyane, donc c'est un sacré sujet pour développer la pratique du foot, puisque ça ne fait que poser des questions, que d'avoir un tel territoire à animer. C'est une réelle problématique, mais plus qu'intéressante. Voilà. Merci. Une dernière petite question, Jean-Marc, si tu permets. Que vous inspire la révélation qu'il y a eu récemment là, sur les fichiers du PSG, justement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu connu dans le milieu sans vraiment en parler, ou est-ce que c'est vraiment une grosse surprise? Est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette révélation-là? Alors, c'est absolument pas quelque chose qui était connu. On peut penser, je connais pas du tout le dossier, je ne vais pas porter de jugement, mais en tous les cas, ça relève sans doute d'une initiative personnelle, quelque peu maladroite, on peut en convenir. C'est quand même pas comme ça qu'on doit réfléchir. Ce serait mieux de faire des fichiers en répertoriant les qualités des joueurs sur des qualités techniques, athlétiques, tactiques, mentales. Ce serait d'une autre teneur, on l'admet bien. Donc on ne peut forcément pas souscrire à ce type de fonctionnement-là, quoi. D'accord. Merci. Hubert, dernier mot, Hubert, ça va? Non, merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Oui, avec grand tu plaisir. reviens quand tu veux, vraiment. C'est la porte est ouverte c'est- pour le sport sur RDI. On veut parler de tout et
Merci à vous de venir Félicitations nous à vous pour le apporter travail votre que vous faites. expérience en Guyane. Merci. Arnold, le foot, ça te parle? Oui, beaucoup, parce que moi, le sport, c'est ma vie, hein, donc je suis un peu de tout. Tu suis un peu tout. Ah ouais, Donc, le sport, Arnold, notre champion de boxe ici en Guyane. Donc on va finir l'émission, terminer l'émission avec la partie boxe. Arnold, ce week-end, organisation avec les frères de la Crique dans le quartier, à la Matine ou autre part. Comment ça se passe? Où ça se passe et pour qu'on puisse débattre. Bon, ça, pour une fois, ce ne sera pas au quartier, ce sera sur le terrain des Faubourg-Labri, en face du CSD. Donc, comme c'est l'endroit qu'on fréquente plus souvent, en tant que sport-jeu, sinon comme loisir, parce que le basket, c'est un loisir pour moi et pour tous les autres qui vont participer. Donc, remercier Naël déjà pour ce qu'il fait pour nous, parce que il le fait avec une grande joie. Et puis, lui, son but, c'est en tant qu'étranger, parce que c'est, comment vous dire, c'est pas un tournoi de professionnels non plus, c'est des gens qui fréquentent beaucoup le terrain et que pour eux, le loisir, c'est le basket. Donc, tu peux rappeler ce que c'est? Donc, c'est un tournoi de basket. Oui, un tournoi de basket. Basket à 3, c'est 3 ça? contre 3, ouais. 3 contre 3, d'accord. Qui est organisé, quelle date? Le 14, mercredi 14. Le 14 novembre. Le Oui. 14, voilà. Et c'est à quelle heure? À partir de 20h30. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des inscriptions possibles? Comment ça se passe? En fait, vu que on n'est pas des professionnels, comme vous avez dit, les inscriptions sont déjà faites. Il y aura 10 ou 12 équipes. Et c'est les gens même la c'est bande les de gens du copains qui quartier. fréquentent, voilà, qui D'accord. fréquentent le terrain. Et donc, ce qui est beau dans tout ça, c'est que on n'est pas des professionnels et que quand on organise des tournois comme ça, tout le monde essaie de donner le plus possible pour pouvoir gagner le tournoi et être beau sur le terrain. Donc c'est uniquement des équipes de quartier qui participent. Oui, en fait, c'est des gens du quartier. Et puis, on a 2 ou 3 qui jouent dans des clubs ici en Guyane. Et puis, sinon, c'est ça. C'est la première année que vous organisez ce Deuxième tournoi? édition. C'est la C'est la deuxième deuxième édition. édition et- Ouais, il y a 2 mois, je crois, on avait déjà organisé la première. Cette fois-ci, c'est à mon tour. Comme moi, en tant que sportif connu guyanais, j'ai plus d'ouverture, plus de connaissances. Donc, j'ai permis d'avoir mes sponsors personnels. J'ai pu les mettre un peu plus de CD pour qu'on puisse avoir une belle manifestation ce jour-là. Est-ce que c'est une façon d'animer le quartier, de donner un peu de motivation aux jeunes pour s'entraîner, se préparer pour ce tournoi, éviter qu'ils ne soient oisifs Voilà, c'est surtout ça. Moi, je fais tout ça, c'est pour ça. Au moins, je sais que ce jour-là, au lieu d'être les jeunes, au lieu d'être quelque part d'autre, de faire des bêtises comme ça, je suis ceux qui seront là, en train de prendre plaisir. Et puis, c'est comme je dis, c'est des ouvertures des portes. De la même manière que moi, j'ai été accueilli en Guyane quand je suis arrivé, c'est de la même chose que je veux faire pour certains des jeunes qui seront là. Il y a des jeunes, il y a des grands, il y a tout. Hein. Donc c'est l'opportunité pour ceux qui ne peuvent pas aussi, en tant qu'étranger, être dans un club ici en Guyane, c'est la chance de se sentir en tant que compétiteur. Et l'entrée sera gratuite. Oui, tout est gratuit. Donc là, Nicolas, là on le voit bien, le sport comme facteur d'intégration, comme facteur de cohésion sociale, comme... C'est une dimension déterminante dans l'activité sportive. C'est d'ailleurs la première. Et le sport, c'est d'abord un support éducatif, quoi. Et à la fédération, notamment, on a un programme éducatif auquel on tient. Ce sera aussi un des sujets de développement en Ligue de Guyane. On veut, et comme toutes les activités, construire des hommes et des femmes de demain à travers la pratique, quoi. Faire du sport, c'est apprendre des règles. Donc apprendre les règles et puis après les respecter. Donc c'est bien évidemment un élément déterminant dans la construction des individus. On connaît l'engagement des frères de la Crique, une association au village chinois, son président Naël Lama. Au niveau des aides, tu as fait appel à tes partenaires. Est-ce que tu as eu aussi des collectivités, la municipalité aussi, pour vous aider à pouvoir faire sortir ce projet-là, pour que les jeunes puissent participer et passer une soirée de 20h30 à minuit. C'est sur une seule journée. Oui, c'est une seule journée. Donc, c'est comme toujours, hein, Madame le maire, qui est toujours là pour moi. Voilà. Quelle que soit la petite chose, la grande chose que je lui demande, elle est là.
Je n'ai pas besoin qu'elle me donne des millions, mais des petites choses comme ça qu'elle fait pour moi à chaque fois. Pour moi, c'est énorme. Donc, c'est elle qui nous a permis d'avoir l'autorisation du terrain. Et comme je dis, les frères de la crique, et aussi, je peux utiliser mes sponsors personnels en tant que boxeur, comme, je ne sais pas si on peut les nommer, mais... Oui, vous pouvez les nommer, donc, exactement, oui. La ferme Zulemaro, DFC, les agenceurs, tous ces gens-là, c'est des gens à qui je dois, bon, pas ma carrière, mais sinon la moitié de ma carrière, parce que, comme je vous dis, moi, j'ai pas eu d'aide, donc j'ai su m'installer, et grâce à eux, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis intégré dans le pays, pas qu'en Guyane, sinon dans la France, parce qu'au niveau de la boxe, je suis quand même classé dans les trois premiers meilleurs français de la catégorie des poids légers. Et donc, c'est comme je vous ai dit, j'ai des connaissances partout qui peuvent ouvrir des portes aux jeunes qui arrivent après. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que tu communiques aux autres jeunes du quartier, justement, cette expérience que tu as eue de promotion par le sport, de pouvoir bien te développer finalement à travers le sport? Est-ce que c'est quelque chose justement que tu fais régulièrement en dehors de cette action précise? Ben, c'est pour ça, c'est pour la première chose que m'a prise dans son association, c'est que c'est pas pour m'inventer, mais je suis un exemple. Tous les jeunes, je vais dire de ma nation qui arrivent, ils veulent être... Tu es de quelle origine? Dominicaine. Dominicaine, d'accord. Ils veulent être comme moi. Donc, ils entendent parler déjà, leurs parents lui parlent, ben, ce garçon-là est arrivé, il a su s'intégrer par rapport au sport. Donc, c'est des jeunes qui me voient aussi me sacrifier pour certaines choses. Eux aussi, ils voudraient être comme moi ou plus que moi. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour les encadrer. Et puis, s'il faut leur donner le petit coup de pouce que je n'ai pas eu, même si ma carrière n'est pas encore finie, parce que j'ai eu encore beaucoup d'années à donner. Donc, je suis là pour ça. Donc, Naël encore, merci beaucoup, parce que lui, c'est franchement, ce qu'il fait pour le quartier du village chinois, c'est énorme. Quel que soit le sport ou la catégorie, il est toujours là pour nous, pour nous écouter. Et tout comme ça, Madame le maire aussi, franchement, chapeau. Et c'est pour vous ouvrir aux autres que vous avez décidé de sortir du quartier pour faire cette manifestation? Voilà, parce que... Pas le faire au cœur du quartier? Voilà, Pourquoi en fait... Voilà. On a déjà fait plusieurs fois au quartier. Et c'est pour ça, pour faire connaître ce qu'on fait dans notre quartier, mais dans un autre endroit. Faubourg-Labri, tu peux rappeler où ça se trouve? En fait, c'est Pour le ceux qui ne quartier connaissent pas. de Temir. C'est tout juste en face du CSD. Donc tout le monde connaît le CSD, c'est le Jordan Snack. Donc c'est tout en face. Donc peut-être qu'après, dans l'avenir, on pourra le faire là, au CSD ou dans un endroit... Au complexe La Fontaine. Voilà, au complexe La Fontaine ou un autre endroit plus gros. Mais pour l'instant, on préfère commencer par petit pour après agrandir le plus vite possible. Donc rendez-vous avec les frères de la Crique, le tournoi de basket 3-3. Vous pouvez peut-être encore vous inscrire, hein, 12 équipes sont déjà inscrites. Donc le 14 novembre à 20h30, rendez-vous au terrain de Brutus en face du CSD. Arnold, les frères de la Crique seront là pour vous accueillir, Naël Lama et toute son équipe. Et puis venez vous amuser, et certainement il y aura de la musique autour, Oui. une ambiance, donc venez voir comment ça se passe. Comment ça se passe justement? Donne-nous envie de venir. Comment dire? On est mélangé, il y a toutes les nations, donc c'est une ambiance, nous on est joyeux, c'est... D'accord, Sans il y a de avoir la la joie, musique, même si on a des problèmes, c'est là où il faut les oublier, des trucs comme ça, juste un jour comme ça, venez, il faut s'amuser des fois. Ok. Merci Arnold. Un dernier mot avec Nicolas Bourdin, le conseiller technique national, coordonnateur technique de l'Outre-mer, que nous avons reçu, qui va faire sa visite. Il va commencer sa visite aujourd'hui avec Hubert Cantou, notre conseiller technique national qui est ici dédié à la Guyane depuis 21 ans pour le football. On essaie toujours de faire progresser le football. C'est déjà une bonne chose que la Fédé nous envoie encore du monde pour... donc ça veut dire qu'il y a un œil surtout sur la Guyane, il y a un potentiel aussi sur la Guyane. Un dernier mot, vis-à-vis de ce qui s'est déjà passé avec des joueurs guyanais qui ont la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, les championnats d'Europe, des clubs et des nations avec l'équipe de France. Aujourd'hui, la France championne du monde, des joueurs de l'Outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, ont figuré. Le capitaine
non, le capitaine vice Varane, Thomas Lemar et d'autres, il ne faut pas citer. Aujourd'hui, la Guyane a ce potentiel encore d'avoir notre Bernard Lama, notre Florent Malouda, notre Jean-Claude Archeville et bien d'autres. Donc on espère que vous allez nous les trouver en compagnie d'Hubert. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. On a encore du foot à regarder à la télé, des vibrations encore à voir avec notre population. Donc bon travail à vous. Donc un dernier mot. L'idée, ce sera de trouver demain la future pépite. Et je pense qu'en Guyane, il y en a quelques-unes pour que demain, on ait une 3e étoile de champion du monde avec le plus possible de joueurs ultramarins et au moins un Guyanais qui marque le but de la victoire en finale. C'est vrai qu'il y en a des pépites, mais elles sont brutes, il faut les polir. Donc voilà, Hubert s'attachera à ça avec Nicolas Bourdin qui est le délégué au sport, coordinateur au sport à l'Outre-mer. Donc fin d'émission, on se retrouve jeudi dans Soif de Sport avec nos invités, toujours pour parler de sport local. Merci, Marc était à la table ce soir. Vous avez l'émission sur la page Facebook rdi.guyane. Vous y allez, rdi.guyane, vous pouvez revoir l'émission ou la garder. Bonsoir à tous et à toutes. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.